Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais courir le marathon des sables dans quelques jours seulement et je voulais vous faire un tuto en fait parce que j'ai beaucoup galéré pour trouver toutes les informations qui étaient utiles, donc je voulais les rassembler toutes dans une seule et même vidéo. Ces informations, elles sont bonnes que ce soit pour faire un half ou un full marathon des sables, donc que ce soit 125 ou 250 km, ou d'ailleurs pour toutes les courses à étapes sur du long. Donc, je vais vous donner quelques trucs et astuces pour votre sac, votre matériel, votre préparation, votre voyage et votre course. Là, je pars pour le full marathon des sables dans quelques jours. Je ne suis pas sponsorisé cette fois. Donc, si je cite des marques tout à l'heure, bah, ce sera juste qu'elles sont issues de mon expérience perso. Et je voulais aussi en profiter pour remercier tous mes potes qui m'ont aidé pour la cagnotte et qui m'ont en fait offert ça comme cadeau d'anniversaire. Peut-être pour se débarrasser de moi, mais on verra. Et j'espère que ça se passera bien et ça se passera probablement bien. Alors, d'abord, ma tenue. Je cours en short. Ouais, je mets mon short. Moi, j'ai choisi la marque Waha. Pourquoi? Parce que je trouve que leurs vêtements sont vachement techniques, ils sont très légers, très respirants. J'aime bien la découpe aussi. Donc, pour toutes les courses en chaud, en tout cas, c'est clairement eux que je conseille. Pour le maillot, c'est pareil. Ici, j'ai un M. Je vais peut-être courir avec un L parce qu'il est peut-être un peu trop serrant pour moi. Ça taille un peu petit, donc je pense que je vais courir en L. Euh, j'ai pris le short double couche. Je l'ai testé. Il est vraiment cool. On peut le courir avec ou sans slip. L'avantage sans slip, c'est que c'est de la chaleur en moins, c'est des frottements en moins. Si vous mettez le slip, eh ben, ça fait une couche de plus. En tout cas, si vous partez du principe que vous allez porter un slip, je pense que c'est ce que je ferai. Il faut un slip technique, léger, sans couture, pour éviter les frottements. Frottements, je pense que c'est le mot que je vais dire le plus pendant cette vidéo, parce qu'il y a rien de pire que d'être blessé à cause de ça, et c'est quelque chose qui va vous poursuivre durant toute l'aventure. Pour le maillot, le moins de couture possible aussi, pour éviter les frottements de nouveau. Idem pour les chaussettes, pas de couture. Idéalement, la plupart des chaussettes à doigts, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ça évite aussi que les doigts se touchent pour éviter les frottements. Et donc, c'est beaucoup plus de confort. Ce que je ferais, moi, en tout cas, c'est que je prendrais un slip dans mon sac, sauf si je le porte. Je prendrais une paire de chaussettes en plus, c'est à peu près tout. Je garderai les mêmes fringues, mais ce que je ferai, c'est que pendant la journée de repos, je ferai une petite lessive. Comme ça me permettra de récupérer un peu de fraîcheur. Je mettrai des jambières, ou ce qu'on appelle aussi des bas. Euh, il y en a qui ne le font pas. Moi, je trouve que c'est très utile. En tout cas, moi, ça m'est très utile. Honnêtement, ça me permet d'avoir les jambes beaucoup moins lourdes. Ça permet de faciliter le flux sanguin. Et c'est encore plus efficace, je trouve, dès que la température augmente. Moi, je le ferai. Honnêtement, ça a une influence sur moi. Je sais pas, ça doit être 10%. Je suis 10% plus confortable avec les bas que sans. Donc, je vois vraiment pas pourquoi m'en priver. Alors, je me suis fait un pense-bête, c'est pour ça que je bouge. J'ai pris, je me suis acheté, non, j'ai pris, pardon, des gants pourquoi? En fait, c'est pas nécessairement indispensable, mais pour le bâton, je trouve ça utile. Pardon. J'ai pris des lunettes de soleil. Prenez des lunettes plutôt techniques aussi. J'ai pris un foulard. J'en ai un là, mais ce sera peut-être un autre. Parce que celui-là, c'est Marathon des Sables. C'est celui que j'avais acheté pour le semi-marathon des sables. C'est vraiment indispensable parce que vous pouvez le mettre sur votre visage et là, si à un moment il y a une tempête de sable, ça vous permet de le mouiller à chaque point de ravitaillement pour faire baisser la température parce que l'eau sur votre nuque, c'est vraiment l'endroit où vous pouvez faire baisser le plus facilement votre température corporelle. Ça vous permet de mettre sur la tête si jamais vous égarez votre casquette. Euh, et une partie qu'il faut vraiment protéger, évidemment, il faudra se mettre de la crème solaire et se protéger. Mais là où on prend très cher très vite, c'est dans le cou. Donc ça, c'est vraiment très utile. Euh, et plus les années passent, plus la température augmente. Donc là, l'année passée, il y a eu des pointes entre 50 et 55 degrés. Donc on ne peut pas se permettre de ne pas être couvert sur le visage et sur les parties du corps les plus exposées. Alors, mes chaussures. Tadam! Honnêtement, je fais d'Adam, mais moi j'ai pris des chaussures de trail. La marque, on s'en fiche, mais moi j'ai pris de North Face.
Je les ai essayées. Il fallait de toute façon que je change de chaussures, donc j'ai pris celle-là. Mais la marque est pas hyper importante. C'est pour ça d'ailleurs je vais pas la linker sur la vidéo. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est pas qu'elle soit chère ou pas. Il y a 4 points qui sont importants. La première, c'est que tu dois te sentir hyper confortable dedans. Pas de frottement et pas de tension dans la chaussure. Deux, tu dois prendre des chaussures d'une taille ou une taille et demie au-dessus de ta taille normale. Parce que ce qui va se passer, c'est que dans le désert, ton pied va gonfler. Il va gonfler même sensiblement. Et avec des chaussures à ta taille, honnêtement, c'est la galère assurée pour ton aventure. En tout cas, pour des courses à étapes. Mais même sur les courses qui vont être longues, de manière générale, taillez toujours une taille et demie au-dessus. Prends des chaussures résistantes. Vous voyez ici quand même la semelle, elle est costaud. Pourquoi? Parce que tu vas cogner dans des rochers, dans des pierres à un moment ou à un autre de la course. Et donc, il faut pas que tu prennes le choc en plein front parce que sinon, tu pourrais te taper un coup dans les pieds, tu pourrais te faire mal, tu pourrais te péter un ongle. Et Dieu sait, pour ceux qui ont déjà fait des longues courses, que ça, c'est vraiment l'enfer. Mais le plus important, en tout cas pour le marathon des sables et pour le semi-marathon des sables, c'est de mettre des guêtres. Alors, c'est quoi une guêtre? Donc, vous avez la chaussure. Et vous voyez sur la chaussure, il y a toute une bande ici. Et je vais pouvoir placer un peu c'est comme une chaussette pour chaussure. Ça veut dire que on va la mettre, on va la placer sur la chaussure. Et à l'intérieur, il y a une bande velcro. Il y a plusieurs solutions. Soit tu peux la coudre directement sur la chaussure. Moi, c'est pas l'option que j'ai choisie. Pourquoi? Bah, parce que ça veut dire qu'après, ben, enfin, tu peux le découdre évidemment, mais sinon, ça veut dire que tes chaussures, elles sont un peu condamnées à avoir les guêtres toute leur vie. Moi, ce que j'ai fait, ou ce que j'ai fait faire plutôt, c'est que j'ai fait coudre la bande velcro sur la base de la chaussure. Et comme ça, tous les jours, je peux retirer et remettre la guêtre. Et ça veut dire qu'après le marathon des sables, je pourrai encore les utiliser. Elles n'auront que 250 km, enfin plus l'entraînement évidemment, donc elles seront encore en vie, ces chaussures. Et elles auront donc une seconde vie en tout cas. Et je trouve ça très très utile. Euh, il y a une troisième possibilité, je ne vous la conseille pas non plus, c'est de coller le velcro. Certains le font, mais le risque que le velcro se décolle, parce que de nouveau il fera 55 degrés, donc la colle pourrait se barrer. Et si ta colle se barre et que du coup ta guêtre n'adhère pas, c'est vraiment la galère. L'idée de la guêtre, j'aurais dû commencer par là, c'est vu que tu vas mettre une chaussette en fait sur ta chaussure, bah, c'est que le sable va beaucoup moins rentrer. Il y a toujours un petit peu de sable qui rentre, mais beaucoup moins. Et c'est important d'avoir le moins de sable possible dans sa chaussure, parce que le sable finira par s'immiscer jusqu'à ton pied. Et sur 5 km, c'est pas grave, mais sur 125 ou sur 250, imaginez le nombre de pas que ça fait. Et à chaque pas, ben, c'est un frottement de nouveau, donc c'est l'horreur. Donc évitez d'avoir du sable dans les chaussures. L'idéal, c'est vraiment les guêtres. La marque, là j'ai des Waha, j'avais la dernière fois des Red Light, si je m'abuse. Euh, Il n'y a pas de marque magique, de nouveau, je pense qu'elles se valent toutes. Alors, après les chaussures, un petit conseil qui sera très utile, un petit conseil pied. 3 semaines avant la course, vous allez tanner vos pieds. Alors ça paraît compliqué comme ça, mais ça l'est pas du tout en fait. C'est simple, ça prend pas du tout de temps, mais ça peut vraiment faire la différence en course. C'est-à-dire que tous les matins, à partir de 3 semaines ou un mois même avant la course, vous allez enduire vos pieds avec du citron vert. En fait, vous coupez un citron vert en deux et vous le pressez sur la plante de vos pieds. Vous faites ça jusqu'à 10 à 12 jours avant la course. À ce moment-là, vous continuez à le faire, mais ce que vous allez faire de 10 à 12 jours avant la course, vous faites ça le matin. Donc vous enduisez vos pieds le matin de citron. Ce que ça va faire, c'est que ça, en fait, ça va durcir la voûte plantaire, ça va durcir la peau. Et c'est plus technique que ça, mais en gros, c'est ça. Et, ça va vous permettre d'éviter les ampoules, ou en tout cas, à ce qu'elles arrivent plus tard et peut-être qu'elles soient moins grandes qu'elles ne seraient si la peau était toute tendre et toute vierge, quoi. Donc ça, vous faites ça à partir d'un mois ou 3 semaines avant la course. Une fois que vous arrivez à 10 ou 12 jours avant la course, ce que vous allez faire, c'est que vous continuez le matin avec le citron, mais le soir, vous enduisez vos pieds. Donc vous les nettoyez évidemment le soir et après vous les enduisez d'une crème grasse et hydratante. Donc évidemment, la plupart des coureurs prennent NOC. C'est vraiment la marque qui est la plus connue, je pense, pour ce genre de choses.
ou tout lait hydratant qui est un peu gras, qui peut aider vos pieds. En fait, vu que le citron va durcir le pied, va durcir la peau, la crème va permettre de l'adoucir. Ça évite d'avoir ensuite des craquelures, et donc ce serait l'effet inverse de l'effet escompté. Donc n'allez pas au citron trop loin. Donc d'ailleurs le citron, il faudra l'arrêter 5 jours avant la course, de préférence. Et n'oubliez surtout pas d'hydrater. Ce que vous pouvez faire aussi 10 à 12 jours avant la course, c'est donner un petit coup de pierre ponce, et vous allez poncer votre pied en fait pour retirer les peaux, mais surtout là où vous avez des genre de callosité ou des choses qui rendent votre pied irrégulier, parce que chaque irrégularité, ça va créer des frottements, et donc c'est souvent là que les ampoules vont arriver en premier. Donc le ponçage va gommer les irrégularités de vos pieds, et on en est où? 10 à 12 jours, on met la crème hydratante, on arrête le citron à 5 jours, mais on continue la crème hydratante, on continuera jusqu'au jour de la course, et même pendant la course, et même après la course, parce que hydrater ses pieds et utiliser la NOC à ce moment-là aussi pendant la course, ça va permettre de nouveau d'éviter les frottements. Et vu que la NOC, elle est assez grasse, ça permettrait que votre pied glisse, et donc c'est vraiment très très utile. Et c'est une vraie différence sur une course de long, qu'elle soit 80, 100, 125, 250, peu importe. C'est vraiment très utile. Maintenant, on en vient au sac. Alors, on en vient au sac. Le sac, c'est ça. C'est un sac de 20 litres. Il y a tellement de choses à mettre dedans. Au début, c'est vraiment la galère, c'est presque la panique, ça fait peur. Euh, Moi, j'ai pris un sac OA, de nouveau, parce que c'est eux qui sponsorisent le marathon des sacs. Moi, je me suis dit au départ, bah, c'est sûrement eux qui ont les sacs les plus appropriés. Je me suis rendu compte avec l'expérience qu'ils ont des très bons sacs, mais qu'il y a d'autres très bons sacs d'autres marques. Mais prenez un sac de 20 litres. Ne prenez par contre, prenez vraiment un sac de qualité. Ne partez pas avec un sac de sous-marque, parce que ça aussi, ça va peser énormément sur votre course, dans tous les sens du terme, sur votre course et sur votre dos. Et là aussi, de nouveau, c'est un sac ici, celui-ci, qui permet d'éviter les frottements. C'est un sac qui se répartit assez bien. Mettez toujours dans le fond de votre sac ce qui est le plus gros et ce dont vous n'aurez pas besoin pendant la journée de course. Donc tapez au fond le sac de couchage, le matelas pneumatique si vous partez en matelas pneumatique, en tout cas le sac de couchage, votre réchaud, ce genre de choses, et mettez au-dessous les choses dont vous auriez plus besoin, donc la nourriture, les céréales, ce genre de choses. Euh, et pensez évidemment à bien répartir le poids, gauche-droite évidemment, mais aussi bas-haut, et plutôt un sac avec un poids qui va pousser un peu vers l'avant, plutôt qu'un poids qui va pousser vers l'arrière, qui pourrait casser votre dos. Euh, Ça, c'est pour le sac. Qu'y a-t-il dans le sac? Alors, je l'ouvre en même temps que vous, je l'ai fait, et je ne vous cache pas que c'était dans... C'est un vrai, c'est un vrai point de stress en fait, parce qu'on a tellement peur d'oublier les choses, parce qu'il y a du matériel obligatoire, qu'il ne faut absolument rien oublier. Dans le matériel obligatoire, avant d'ouvrir ce sac, je vous dirais juste que euh, ce sac, vous allez le prendre avec vous. En tout cas, si votre course, elle est, vous prenez l'avion ou vous faites un trajet, en tout cas surtout en avion, gardez votre sac avec vous, sincèrement, parce que j'ai vu notamment le marathon de Palestine, c'était ou d'Israël, je ne sais plus. C'était la galère parce que une copine finlandaise, elle avait laissé ses baskets dans sa valise et la valise n'est pas arrivée à temps. Et donc elle a dû faire ça, elle a dû acheter des chaussures à l'arrache et il n'a pas fini la course d'ailleurs. Et donc ça évidemment c'est galère. Et il arrive régulièrement que les bagages arrivent en retard et on ne peut pas se permettre ça. Donc prenez votre sac avec vous dans l'avion, avec vous comme bagage à main. Et le seul truc que vous devez mettre dans la soute, pour être sûr de ne pas vous le faire chourer, c'est le couteau. Évidemment, vous avez besoin d'un couteau, il est dans la liste des objets obligatoires. Et aussi les bâtons. Si jamais le bagage est égaré ou qu'il arrive en retard, en général, sur ces courses, sur le bivouac, il y a toujours un endroit où vous pouvez racheter le matériel que vous aurez paumé. Évidemment, ce sera peut-être un peu plus cher que si vous l'achetez ici en Europe, mais
Mais ne pas prendre le départ, c'est encore pire. Et vous aurez peut-être une petite pénalité, mais honnêtement, c'est pas grave. Le principal, à moins que vous jouiez le podium, mais si vous jouez le podium, il y a peu de chances que vous regardiez cette vidéo. Donc ça, c'est vraiment important. Donc les bâtons, éventuellement le briquet, éventuellement les petits allumes-feu aussi, ça vous pouvez laisser dans la valise. Tout ce qui pourrait se faire gauler ou qui pourrait faire que vous ayez des problèmes à la frontière ou avec la douane, euh, évitez. Pour tout le reste, alors j'ouvre ça. Qu'est-ce qui prend le plus de place? Alors, ce qui prend le plus de place en masse, c'est évidemment la nourriture, mais je vais commencer par en dessous. Sac de couchage. Prenez. Il faut savoir que le poids du sac, c'est entre 6,5 et 15 kilos. Sans ça, vous allez être recalé dans les contrôles techniques d'avant-course. Donc, il faut que votre sac il soit relativement léger. Malgré tout, vous avez des obligations. Vous avez une liste d'objets obligatoires. Et puis, vous avez aussi, comme dirais-je, vous avez aussi une obligation de poids, donc 6 à 15 kg max. Du coup, chaque gramme est important. Par exemple, celui-ci, c'est un sac couchage technique que j'ai depuis des années. Il fait 200 grammes. Et honnêtement, je ne peux pas me permettre plus. Alors, je le mets dans mon sac, je le mets tout au fond, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Ensuite, pour dormir, vous avez le choix. Soit vous pouvez dormir sur le sol sans rien. Soit vous pouvez dormir avec un matelas. Certains prennent un matelas en mousse. Éventuellement, vous découpez une partie du matelas en mousse. Vous l'achetez chez Decathlon ou chez Intersport ou peu importe, chez n'importe quel vendeur d'équipements sportifs. Ou alors, vous prenez un matelas gonflable. Il y a les avantages et les inconvénients à chaque option. Donc, c'est vraiment à vous de voir. Si vous prenez rien, bah, l'inconvénient, c'est que vous allez sûrement moins bien dormir, pardon. Vous allez peut-être même mal dormir. Et il y a un truc qui est super important, c'est la récupération. Au-delà du fait de faire des kilomètres, si vous n'avez pas votre barre d'énergie qui est remontée pendant la nuit, les étapes suivantes sont de plus en plus difficiles. Et les risques de se blesser aussi. Donc, il faut que vos nuits soient les meilleures possibles. Et donc, ne dormir avec rien pour gagner. Je préfère claquer 200 grammes de plus dans mon sac et dormir un peu mieux. Alors, donc dormir avec rien, pour moi, c'est pas mon option. Dormir avec un matelas en mousse, c'est sympa parce que ça pèse vraiment rien. Ça pèse, je sais pas, ça doit peser 50 grammes, un truc comme ça. Euh, mais j'ai constaté chez pas mal de coureurs que la récupération, elle n'était pas terrible. Euh, mais au moins, vous avez quelque chose et c'est déjà mieux que dormir sans rien. La troisième option, c'est celle que j'ai choisie. Moi, j'ai pris le sac de couchage gonflable, le sac de couchage, le matelas gonflable le plus léger possible. Je l'ai acheté chez Decathlon, je ne me suis pas pris la tête. Il fait 300 grammes. 300 grammes, et c'est un matelas d'1,20 m. Avantage, c'est qu'on dort mieux, on est beaucoup plus confortable. Désavantage, c'est évidemment, c'est un matelas gonflable. Ça veut dire que si par malheur, bah, vous tapez votre sac de couchage sans vous rendre compte sur une pierre, un truc comme ça, bah, il y a le danger qu'il fuite. Euh, mais voilà, si jamais il fuite, ben, tant pis. J'ai pas le choix. Mais de nouveau, tout va être une question de choix. Parce que même dans la nourriture, vous allez choisir un peu ce que vous voulez. Vous pouvez prendre beaucoup de nourriture, peu de nourriture. Vous avez une obligation, j'ai oublié d'en parler, mais vous devez prendre 2000 calories par jour. Vous devez prévoir 2000 calories par jour dans votre sac. C'est aussi un élément disqualificatif. Donc vous devez absolument, c'est une question de règlement. Au-delà de ça, effectivement, vous devez quand même, vu le nombre de calories que vous allez brûler, il est normal que vous bouffiez au moins 2000 calories. C'est pas énorme, vous allez voir. Enfin, sauf dans le sac, ça pèse lourd, mais c'est pas énorme. Donc, on l'a dit, sac de couchage, matelas pneumatique ou tapis de yoga ou rien du tout, c'est à vous de voir. Ensuite, la bouffe. Alors, vous allez acheter des repas évidemment lyophilisés. Il faut savoir qu'on démarre au jour X et on fait 7 étapes. 7 étapes, ça veut dire 7 jours. Ça veut dire matin, midi, soir. Donc en disant que vous allez prendre un repas matin, un repas midi, un repas soir, sur 7 jours, ça fait déjà 21. Mais ce n'est pas tout. Et quelque chose que je n'avais pas lu et que je regrette de ne pas avoir vu sur pas mal de tutos, c'est qu'il ne faut pas oublier non plus de compter que
quand vous allez arriver sur le camp, vous êtes en autonomie alimentaire entre 24 et 36 heures avant la course. Donc, pendant votre course, vous allez donc avoir besoin de plus ou moins 21 repas, mais vous allez aussi avoir besoin de 3 repas la veille de la course et peut-être même un l'avant-veille au soir de la course. Donc, prévoyez assez large. Vous ne devrez pas les porter parce que vous pouvez les garder sur le camp quand vous arrivez, c'est-à-dire vous arrivez sur le bivouac en jour 1, qui n'est pas l'étape 1. Donc en jour 1, vous avez encore votre valise. En jour 2, vous allez devoir donner votre valise, mais vous allez faire les contrôles techniques et les contrôles médicaux. À ce moment-là, vous pouvez récupérer de votre valise ce que vous voulez. C'est des choses que vous ne porterez pas, donc la nourriture, elle ne sera jamais portée, la nourriture du jour 2. Et en jour 3, vous démarrez la course, à ce moment-là, vous partez avec tout votre barda. Vous avez d'ailleurs l'interdiction de laisser quoi que ce soit derrière vous, sinon je pense que vous prenez aussi des pénalités. Donc voilà, ça veut dire 21 repas durant la course. Vous allez devoir bouffer lyophilisé, il n'y a pas le choix. Vous ne pouvez pas venir avec vos steaks, faire des grandes choses, des pots de yaourt, impossible. Donc vous allez devoir faire des choix de ce que vous mangez. Et vous allez devoir manger lyophilisé, c'est-à-dire que c'est de la poudre et dedans vous mettez de l'eau et ça va vous faire un repas. Les sachets qui sont vendus sont très sympas, sont très grands. Le problème c'est qu'ils sont grands et qu'ils font plus de poids. Alors du coup vous devez reconditionner. Et donc un repas ça c'est le bon repas du soir. Et bien ça, je l'ai mis dans un sachet plastique. Vous pouvez le mettre sous vide si vous voulez. En tout cas vous devez faire en sorte qu'il soit bien fermé et bien étanche. Et ça va vous permettre évidemment de gagner énormément de poids. Par sac, vous gagnez entre 10 et 15 grammes si je ne m'abuse. Et surtout en place, vous gagnez énormément de place. Il est impossible de faire tenir 21 repas dans un sac à dos en sachet. Impossible. Donc vous faites ça pour 7 jours. Vous conditionnez. Moi, pour petit déjeuner, je prends du muesli. Je prends du muesli tous les jours. Le midi, je prends du taboulé tous les jours. Et le soir, j'alterne. J'ai des spaghettis bolo, j'ai du hachis parmentier, j'ai du poulet curry. Ce sera mon petit plaisir du soir. Et l'équivalent de mes 7 jours, c'est ceci. Honnêtement, c'est ce qu'il y a de plus lourd dans votre sac et c'est ce qui va prendre le plus de place. Je vous conseille de conditionner ça évidemment repas par repas et jour par jour. Ça vous permet évidemment de faire moins de manips et donc vous aurez votre repas dans un sac jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, etc., etc. Vous agrémentez ça de certaines choses, des choses obligatoires. Avant, il y avait des pastilles de sel, maintenant, c'est des cubes, Liebig, non, peu importe, mais des cubes comme ça. Vous devez en avoir 2 par jour. Ça vous permet de nouveau de faire des soupes si vous voulez. Mais ça vous permet aussi de récupérer le sel parce que vous allez boire beaucoup d'eau dans les points de ravitaillement. Vous pouvez vous faire ravitailler tous les 9 ou 10 km, mais c'est de l'eau. Donc pour agrémenter ça, dans une des gourdes, vous pouvez mettre un Liebig par exemple, ou dans la Knorr, et dans l'autre, vous mettez une pastille de vitamines ou de quelque chose de citronné ou d'oranger. Ça vous permet d'avoir sucré et salé pendant la journée, et c'est plus agréable et ça rend les journées longues un tout petit peu moins longues. Pour le soir, donc ça c'est pendant la journée, n'oubliez pas de prendre la crème. De nouveau, c'est dans le règlement, vous devez avoir minimum 50 ml de crème. Pendant la journée, si vous êtes malade, n'oubliez pas de prendre des trucs pour les toilettes. Des trucs pour des médicaments. D'ailleurs, il faut prendre du papier toilette, ça me permet d'y penser. Pour les médicaments, décontractants musculaires, antidiurétiques, antinausées, anti-maux de tête. Et évidemment la NOC, évidemment je vous ai dit pour la crème, ça c'est parmi les choses les plus importantes. Et vous avez comme obligation aussi de prendre tout ce qui est pour soigner vos ampoules ou pour du mercurochrome, ce genre de choses en cas de chute ou de problème. Ça aussi c'est dans le kit qui est prévu et que vous devez avoir sur vous. Le soir, tadam, quel bonheur, la potée. Donc en fait, c'est assez simple. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cuire votre nourriture le soir. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce que j'ai choisi dans les repas que je vous ai expliqués. C'est que du coup, j'ai que des repas froids en journée. Je n'ai pas besoin de m'embêter à faire à manger ce même matin. En plus, je ne bois pas de café, c'est pas du tout mon kiff.
Donc du coup, moi, je chauffe rien avant le soir. Et le soir, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, et donc vous devez acheter évidemment cette potée, ça coûte, je crois, 25 euros, quelque chose comme ça. C'est très solide, c'est très utile. Vous achetez pardon, un allume-feu, un peu comme les briquettes que vous utilisez pour les barbecues, pour ceux qui ont envie de faire vite le barbecue. Et en dessous, un réceptacle. Et donc vous mettrez la mini briquette dans le réceptacle, vous l'allumez avec votre briquet, et donc vous allez chauffer votre eau, et ça vous permet de faire votre repas du soir, de faire votre soupe, de faire votre dessert si vous avez pris du dessert à emporter. C'est évidemment indispensable. Est-ce que j'ai encore des choses à vous raconter? Dans le matériel obligatoire, donc, il y a ça. Les briquettes dont je parlais, ça c'est des briquettes en gel. Les briquettes les plus connues et à mon avis les plus utiles, ce sont on appelle ça les S-bits. Oui, S-bits, c'est ESBIT. Très utile aussi. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je devais vous montrer. Pour le reste, d'un point de vue santé, vous devez toujours avoir votre passeport, vous devez avoir votre électrocardiogramme au repos. Aussi parce que c'est un élément disqualificatif, en tout cas vous pouvez prendre des amendes. Et je pense que c'est à peu près tout. Moi, ce que je prendrai en plus, évidemment, je vais essayer de faire une vidéo par jour. Donc ce que j'ai pris, c'est j'ai pris une batterie de téléphone. Je ne prendrai pas la GoPro parce que c'est trop de batterie et c'est trop de poids. Et de nouveau, tout est une histoire de pondération et de voir si vous voulez faire un truc à la hard, plus rapide, mais du coup avec un sac plus léger, ou si vous dites, voilà, je joue la carte du confort, mais en sachant que le confort, c'est plus de poids et donc c'est plus de temps de course. Tout est affaire de choix, c'est un peu comme dans la vie. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois que j'ai fait le tour. Je répondrai à vos questions si vous en avez. Vous pouvez les mettre en dessous de la vidéo. Sachez en tout cas que vous êtes traqué mais à l'anglaise. Hein. Donc vous êtes identifié tout au long du trajet. Donc vous avez une balise GPS sur vous. On pourra nous rejoindre. Moi, je serai le numéro 763. Donc si vous voulez me retrouver dans le peloton, ou derrière le peloton, vous pourrez savoir si à un moment je m'endors, si à un moment je bouge, tout ça vous saurez, c'est très utile. On a tous aussi une balise GPS parce que avec deux boutons, un bouton qui est un appel à l'aide et un autre bouton où c'est un gros appel à l'aide. Donc gros appel à l'aide, là il y a vraiment une urgence, on envoie directement l'hélicoptère. Et si c'est un petit appel à l'aide, eh bien, il y a des coureurs qui font partie du staff médical. On regarde s'il y en a un qui est tout près de la personne qui a un problème et on l'y envoie, ou sinon on y va, mais dans un ordre de priorité moins important que si on avait cliqué sur l'autre bouton. Mais donc ça permet aussi aux extérieurs de voir, de vivre la course de l'intérieur. En fait, c'est une course qui ressemble beaucoup au Paris-Dakar, sauf que nous on le fait en courant. Et puis je pense aussi que c'est une course qui est plus respectueuse aussi des uns et des autres. Mais ça, c'est une autre affaire. Il me reste encore à aborder quoi? Il me reste encore à aborder, là on est le soir avec, on vient de chauffer à manger. Le soir est évident que vous allez essayer de ne pas garder les mêmes vêtements. Vous pouvez de nouveau, si vous voulez gagner du poids, vous pouvez ne pas vous changer, vous pouvez dormir même avec vos habits de course. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai pris un autre t-shirt avec des manches longues parce qu'il fait plus froid la nuit. La température, elle peut chuter de près de 40 degrés. Donc, s'il fait entre 50 et 55 le jour, il peut faire jusqu'à 10 degrés, voire un tout petit peu moins, quelquefois la nuit. Donc, j'ai un t-shirt technique à manches longues la nuit, un pantalon long la nuit aussi. Et vous devez y penser aussi, une veste coupe-vent, parce que de nouveau, déjà parce que ça peut vous réchauffer, et puis parce qu'on n'est pas à l'abri d'une pluie, il y a vraiment peu de chance, mais par contre, du vent et d'une tempête de sable, ça, c'est possible. Et donc, il faut que vous ayez une veste avec vous. Là aussi, de nouveau, il existe des vestes tout à fait techniques, et quand vous les repliez, elles sont grandes comme mon poing. Et vous voyez que je n'ai pas un gros poing. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, vous me contactez. Je vous souhaite une bonne course et à bientôt. Salut!